Est-ce que vous savez sur quoi repose la manipulation? Eh bien sur de la triche. Un mentaliste connaît à l'avance votre cerveau et il sait du coup d'avance comment vous allez agir ou réagir. Il peut ainsi deviner des choses, mais qui sont prédictibles, ou vous obliger à faire des choses sans que vous ne vous en rendiez compte, comme par exemple le choix d'une carte. On va remonter le temps et retourner 100 ans en arrière pour découvrir la théorie de Gestalt et manipuler le cerveau de nos spectateurs pour qu'ils trouvent nos photos jolies. En avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article beaucoup plus complet sur le même sujet. Et vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire. Les origines de la théorie. Dans les années 1920, un groupe de chercheurs allemands a élaboré un ensemble de théories qui s'appelle les principes de Gestalt. Ces principes tentaient de décrire la manière dont les humains perçoivent, traitent et organisent les informations visuelles du monde qui les entoure. Cette théorie postule que lorsque nous sommes confrontés à une scène visuellement chaotique, notre esprit cherche à la simplifier en se raccrochant à des modèles ou à des formes qui lui sont familiers. L'origine du mot Gestalt est germano-autrichienne et signifie la forme, le tout ou l'ensemble. Le grand socle de cette théorie est l'idée que le tout est plus grand que la somme de ses parties. C'est un peu le principe du 1 + 1 est égal à 3. Alors quel rapport avec la photographie? Pour faire simple, la théorie de Gestalt a décrit ce qui est familier pour le cerveau, comment il organise tout ça et qu'est-ce qui a du sens pour lui. Donc on va se servir de cette théorie pour tricher. On va organiser en fait nos photos de sorte à ce qu'elles aient du sens pour lui immédiatement, sans qu'il ait trop à en chercher, ce qui va plaire du coup à notre cerveau, il va trouver ça agréable, et du coup il va trouver nos photos jolies. En gros, c'est un petit peu l'idée. Améliorer facilement ses photos grâce à un pack. Sur Photomaniac, si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, on a vu de nombreux concepts et de règles de composition. Les grilles, bon j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais il y a un article là-dessus, le ratio, les lignes directrices, le rythme, aussi l'équilibre. Donc tout ça je mets des liens en description ou des annotations éventuellement. Donc c'est bien, c'est cool toutes ces règles, mais c'est pas forcément évident quand on est sur le terrain en train de prendre notre photo ou de composer, d'y penser. Et ce qui est sympa avec la théorie de Gestalt, c'est qu'elle forme une sorte de pack pour bien composer. En fait, ces principes, ils forment une excellente base pour vos compositions, et du coup pour faire une jolie photo. Et donc le pack Gestalt, il contient 6 principes majeurs. Le principe figure-fond, le principe de clôture, le principe de continuité, le principe du destin commun ou la loi du destin commun, le principe de similitude ou de similarité, et le principe de proximité. On commence avec le principe figure-fond. Alors si on applique le principe de figure-fond à la photo, ça donne un truc comme votre sujet doit être bien distinct par rapport à votre arrière-plan, et l'attention du spectateur doit d'abord se porter sur la figure, donc le sujet, puis ensuite sur le fond, donc l'arrière-plan. Et du coup, en faisant ça, vos photos seront plus jolies. Parce qu'en effet, quand l'œil, ou plutôt le cerveau regarde une photo, il se pose deux questions. C'est quoi le sujet et c'est quoi l'arrière-plan? Regardez cette image par exemple. Est-ce que vous voyez plutôt le vase comme sujet, et du coup qui passe devant, au niveau de la photo, avec un arrière-plan derrière qui est noir? Ou plutôt est-ce que vous voyez deux personnes qui se font face à face mais qui sont de profil par rapport à la photo, avec un arrière-plan du coup en arrière qui est blanc? Ou peut-être que vous voyez un coup l'un et un coup l'autre, et que d'ailleurs c'est super désagréable. Tout ça pour dire que si votre sujet il est pas bien distinct de votre arrière-plan, et qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que le sujet et qu'est-ce que l'arrière-plan, eh bien la photo elle est un petit peu brouillonne, elle est pas agréable à regarder, ni intéressante à regarder, donc en gros elle est pas très jolie. Si on prend par exemple cette photo, donc elle est plutôt intéressante, on a pas mal d'éléments intéressants, mais du coup en fait on sait pas trop quel est le véritable sujet. Est-ce que c'est le ciel avec ses nuages super intéressants, éventuellement le soleil à gauche, avec son reflet sur la mer, ou est-ce que c'est l'homme qui plonge? Et il existe du coup plusieurs moyens pour bien faire ressortir le sujet par rapport à l'arrière-plan. Donc déjà il faut éviter que le sujet et l'arrière-plan aient un contour commun. Ensuite de préférence il faut avoir un sujet net et un arrière-plan moins net, donc pas obligé que l'arrière-plan soit totalement dans le flou mais juste un petit peu moins net que le sujet, ça suffit. Ensuite avoir un sujet contrasté. Donc ça peut être un contraste aussi bien tonal qu'avec les couleurs, qu'avec la taille ou encore qu'avec les surfaces. Je reste bref ici pour que la partie soit pas trop longue par rapport aux autres, que la vidéo soit pas trop grosse et indigeste, mais je vous laisse du coup toujours l'article en description et je détaille beaucoup plus chacun de ces points. Ensuite on a le principe de clôture. Donc cette loi nous dit que les humains ils ont une tendance innée à combler naturellement les vides. Par exemple si vous lisez cette phrase, je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer. Donc la phrase c'était « Je suis sûr que vous serez capable de lire cette phrase ». Et bien, bien qu'un peu plus de 9,5% des lettres soient manquantes, l'esprit est tout à fait capable de combler les vides. En fait, si une partie suffisante de la forme est indiquée dans la photo, le spectateur arrivera à percevoir l'ensemble et acceptera également que la forme est complétée en dehors de la photo. Alors attention cependant à ce principe, il faut être un petit peu subtil dans son utilisation, parce que le spectateur pourrait devenir un petit peu insatisfait
de devoir fournir trop d'efforts pour comprendre ce qu'il y a en dehors du cadre. Et donc dans ce cas, l'effet tombe un petit peu à l'eau. Nous faut en laisser en dehors, mais pas trop. Ou en tout cas avoir une bonne partie dans la photo. Le fait de ne pas voir des lignes et des formes familières bouclées peut être source de tension. Et les fermer mentalement permet de compléter et de réduire cette tension. Dans le tableau de Michelangelo, l'espace entre les doigts nous invite à achever l'action dans notre esprit. Et pour que ce soit possible, tout est une question de dosage. En effet, si la distance ici entre les doigts était plus grande, on aurait moins tendance à naturellement vouloir finir l'action dans notre tête. Parce qu'on se dirait que ça n'arrive pas en fait. Ou que ce n'est pas l'idée, ou que ce n'est pas possible. Dans cette photo, le brouillard couvre certaines parties de la scène. Cela donne à votre lecteur la possibilité de compléter cette scène, et de la clore lui-même. Donc ici, ce sont des montagnes et le brouillard, mais ça pourrait aussi être des objets qui se chevauchent, ou d'autres éléments. Cette loi permet aussi de subdiviser une photo en plusieurs formes, et ainsi de contrôler le mouvement de l'œil du spectateur, et de mettre l'accent sur certains éléments de la photo. Maintenant, le principe de continuité. Alors le principe de continuité, c'est la tendance instinctive de l'œil à suivre des lignes, peu importe leur forme. Donc des lignes droites ou des courbes, ou un peu plus complexes. Cette ligne peut être réelle, comme un rail ou un pont, ou imaginaire, comme par exemple la direction d'un regard. Il peut aussi s'agir de lignes en pointillés, comme par exemple des alignements d'éléments. L'œil humain va suivre naturellement cette séquence de formes et déterminer tout seul une relation entre eux, et former une sorte de ligne ou de chemin. Pour plus de détails à ce sujet, je vous conseille de regarder la vidéo sur le rythme. Donc ce principe, on peut l'utiliser en servant des lignes qui sont présentes dans une scène pour mener le regard du spectateur vers le sujet de notre photo. Je vous conseille de regarder la vidéo sur les lignes directrices. Ce principe nous dit aussi que nous regroupons des éléments qui sont alignés avec un objet et que nous sommes moins susceptibles de combiner des éléments qui ont des directions ou des alignements différentes, comme sur cette photo par exemple. On va naturellement faire le lien entre ces différents éléments qui sont alignés, même si c'est pas vraiment le même objet ou le même élément, et on va distinguer les éléments qui sont pas alignés de la même façon. Et le principe de continuité fonctionne aussi bien avec le principe de clôture. Lorsque nous voyons des photos de chemins, de rivières ou d'autres lignes qui sont coupées par les bords de la photo, nous imaginons naturellement qu'ils continuent. Maintenant, le principe du destin commun. Le principe se base ici sur le mouvement et la direction. Les objets orientés dans la même direction apparaissent comme un groupe cohérent. Même si les oiseaux sont distinctivement différents dans cette photo, nous les voyons inconsciemment comme un groupe d'oiseaux. Ensemble, ils ont un destin commun et deviennent le thème dominant de la photo. Et cela peut aussi fonctionner si les sujets font la même action tout simplement. Alors que quand nous voyons un oiseau volant dans une direction différente d'un autre oiseau, nous les traitons comme des entités distinctes. Et si un objet va dans la direction opposée à tout un groupe d'objets qui a une même direction, et bien dans ce cas on crée une certaine tension visuelle. Et ça peut du coup aider à faire ressortir un élément par rapport aux autres. Parce que du coup le spectateur ne l'associe pas à l'ensemble. Cette photo est un très bon exemple, ici tous les enfants regardent dans la même direction, sauf un. Et on le remarque directement. Bon aussi parce qu'il est mis en avant, mais on le remarque aussi parce qu'il n'est pas dans la même direction. Ensuite le principe de similitude. Le principe de similitude suggère que notre cerveau regroupe naturellement les objets qui se ressemblent. Il peut s'agir de la taille, de la forme, de la couleur, de la texture, ou encore de la position, du mouvement, de la direction, comme on l'a vu juste avant. Ou tout autre attribut. En fait, tant que cet attribut est partagé par plusieurs objets ou éléments de la photo, eh bien le cerveau va le considérer comme un facteur d'unification et considérer qu'ils font partie d'un même groupe. Si on prend par exemple les pingouins bruns dans cette photo, ils sont nombreux mais comme ils ont tous la même couleur et la même texture, nous les voyons comme une entité. On définit très rapidement la photo en deux ensembles, le groupe de pingouins bruns d'un côté et un pingouin argenté de l'autre. Maintenant le principe de proximité. Lorsque nous voyons des formes ou des objets proches les uns des autres, nous avons tendance à considérer qu'ils font partie du même groupe, voire qu'il s'agit d'un seul et même objet. Ici, lorsque les points sont placés en groupes proches les uns des autres, nous avons tendance à percevoir 3 colonnes plutôt qu'un groupe entier de points. Et ce principe fonctionne même si les éléments proches sont différents visuellement. Par exemple, dans ce portrait, la proximité de la fille et du cheval suggère une relation étroite entre eux. Ils ont même un contact physique. Donc très rapidement, on se dit, bah tiens, c'est la cavalière et son cheval. Ce principe fonctionne aussi très bien pour la photo de portrait ou de groupe, amis ou famille. Le rapprochement crée un sentiment de lien chaleureux, et encore plus s'il y a un contact physique. Et il arrive souvent que ce concept, il joue un petit peu contre nous avec par exemple un arbre, une branche ou un réverbère qui semble sortir de la tête de notre sujet. On se fait avoir parce que quand on est sur les lieux de la prise de vue, eh bien on a une vision en 3 dimensions de la scène et on voit très bien que l'objet qui est derrière le sujet, il est loin du sujet, il est en profondeur. Mais le problème c'est qu'une photo a tendance à aplatir une scène et à positionner plusieurs éléments sur un même plan. Et s'il n'est pas possible de réorganiser la scène pour éloigner le sujet de l'objet qui paraissait un petit peu trop proche de lui, et bien dans ce cas vous pouvez utiliser un téléobjectif et une grande ouverture comme f4 ou f5.6 qui va permettre de réduire la profondeur de champ, ajouter un petit peu de flou et de nous concentrer un peu plus sur cette personne plutôt que sur le reste de la photo. Ça permet en fait d'isoler le sujet. Et au contraire, en rajoutant de la distance, on peut détacher un sujet de la masse. Ici l'arbre en bas à droite est bien différencié du troupeau d'arbres là-bas au loin vers le milieu. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode super intéressant je trouve sur la théorie de Gestalt, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'en description je vous laisse l'article beaucoup plus complet sur le même sujet. En description je vous laisse aussi un lien pour vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi je vous laisse ici à manipuler le cerveau de vos spectateurs et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.